En évitant de passer par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est habilité à agir en Bosnie, les États-Unis avaient déjà choisi des cibles serbo-bosniaques en suivant les conseils des commandants musulmans. Nous avons pris part à la guerre aux côtés des musulmans. Nous leur avons fourni notre force aérienne pour bombarder les Serbes en représailles de l'attentat que nous leur avions attribué. En revanche, sur le terrain, tout le monde disait que c'était les musulmans qui avaient perpétré cet acte. C'est un vieux tour de guerre, et on s'est fait avoir. La manière tendancieuse dont les médias ont couvert cette guerre provoque un élan de tolérance, si ce n'est d'enthousiasme, de la part de la population américaine à l'égard de son armée. J'ai été particulièrement étonné de voir que les colons américaines, les libéraux, mes alliés pendant la guerre du Vietnam, ces personnes qui auraient dû s'opposer à une intervention militaire imprudente, saluaient en fait chaleureusement cette intervention. Elles se sont révélées de véritables faucons. Pour l'administration Clinton, l'intervention militaire en Bosnie est une opportunité pour justifier le maintien de l'action de l'OTAN et la domination américaine en Europe. Au début des années 90, l'OTAN s'est trouvée confrontée à un problème majeur. La mission qui lui avait été assignée était terminée. En effet, sa tâche première consistait à protéger l'Europe occidentale d'une Union soviétique expansionniste. La logique veut que l'on continue à développer l'OTAN. Et la seule façon de maintenir l'OTAN est de lui trouver une mission. Où peut-il y avoir une mission? En Bosnie, dans les Balkans, les États-Unis ont jeté leur dévolu sur les Balkans dans le but de mettre leur puissance en valeur par rapport à l'Europe. L'OTAN a été créée dans le but de protéger ses États membres de toute menace pouvant porter atteinte à leur sécurité. Il n'a pas été créé pour intervenir dans une guerre civile déclarée dans les États extérieurs à l'OTAN. Et pourtant, c'est ce qu'il a cherché à faire dans le cas présent. L'OTAN a agi en ex-Yougoslavie comme un agent de l'ONU. Pas étonnant que ça n'ait pas fonctionné. Les officiers supérieurs se méfient tout particulièrement de la politique du gouvernement. Je pense que le désordre qui règne aujourd'hui est la conséquence d'erreurs politiques. Je crois que nous sommes allés trop vite pour reconnaître ces républiques individuelles lorsqu'elles ont déclaré leur indépendance. Nous n'avons pas réfléchi suffisamment à leur histoire. C'est un peu délicat dans ce contexte politique de demander à l'armée de résoudre le problème. Nous avons encouragé le nationalisme sous prétexte d'autodétermination. À aucun moment nous n'avons dit aux différents groupes ethniques du monde l'importance d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter les autres religions ou les autres langues comme telles afin de mettre en place un gouvernement. Parce que l'accord de Dayton a été signé en désespoir de cause plutôt qu'à l'issue d'un véritable compromis, il s'avère quelque peu instable. Placée sous tutelle internationale, la Bosnie est partagée en deux entités. La République serbe de Bosnie et la Fédération croato-musulmane, toutes deux dépendantes du gouvernement bosniaque du président Alija Izetbegović. Pour que le Congrès soutienne le déploiement des forces américaines en Bosnie en décembre 1995, le président Clinton promet que les soldats seront de retour en décembre 1996, un mois après sa réélection. Mais 4 ans plus tard, les soldats américains sont encore en Bosnie. L'OTAN est vraiment une armée d'occupation. Ce n'est pas une force de maintien de la paix, c'est une force d'occupation. 90% de l'aide financière est accordée à l'entité croato-musulmane. Les Serbes comparaissent devant le tribunal international des crimes de guerre, dont la plupart de la magistrature est américaine. Pourtant, après le conflit bosniaque, une étude menée par une agence de renseignements américain a montré qu'un Serbe était plus susceptible qu'un Croate ou qu'un musulman d'avoir perdu un membre de sa famille pendant la guerre. La Cour a été critiquée par le corps judiciaire extérieur parce qu'elle avait été établie sous le Conseil de sécurité de l'ONU, si bien que les membres permanents, comme les États-Unis, l'Angleterre et la Russie, pouvaient user de leur droit de veto afin de bloquer les enquêtes portant sur leurs propres activités militaires ou sur celles de leurs alliés. La conception de ce tribunal international est illégale. Le Conseil de sécurité n'a aucune autorité sur la charte de l'ONU pour créer une cour d'assises. L'ONU n'aurait jamais été instaurée si les nations avaient essayé d'y établir cette prérogative, parce qu'aucune des puissances de la Seconde Guerre mondiale ne l'aurait respectée. Ce sont les États-Unis qui ont voulu élaborer ce tribunal.
L'ambassadeur Madeleine Albright est sans aucun doute la personne responsable de la mise en place de ce tribunal. Madeleine Albright, qui devait bientôt devenir secrétaire d'État aux Affaires étrangères, avait usé à maintes reprises de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire obstacle aux résolutions condamnant les atrocités perpétrées par les musulmans et les Croates. Je crois qu'il est évident que Madeleine Albright n'a pas été impartiale dans la considération de cette guerre. Elle a fortement pris position et un grand nombre de personnes au sein du gouvernement américain ont suivi. Il est devenu évident que les États-Unis prenaient position. Ils ont critiqué et cherché à punir les Serbes de Croatie et de Bosnie pour les actes qu'ils avaient perpétrés, alors qu'ils n'ont pas cherché à punir les Croates qui avaient commis les mêmes actes. Les Serbes ont émis des critiques au sujet de notre manque d'efficacité à traiter les crimes de guerre dont ils avaient été victimes. C'est sans doute vrai. L'une des raisons à cela était le refus de coopération de la part de la République fédérale de Yougoslavie. Des critiques affirment que le tribunal des crimes de guerre n'aurait pas examiné correctement les rapports de la Commission d'État sur les crimes de guerre, ni ceux des groupes indépendants pour les droits de l'homme. Ils ont particulièrement insisté sur les crimes perpétrés contre les musulmans et se sont montrés beaucoup plus réticents à reconnaître les atrocités commises à l'encontre des Serbes. D'après les experts en droit international, le tribunal aurait fait 2 poids 2 mesures. En effet, les magistrats ont inculpé les 2 Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić et le général Ratko Mladić, pour les mauvais traitements que leurs soldats auraient fait subir au camp adverse. En revanche, les dirigeants musulmans et croates comme Alija Izetbegović et Franjo Tudjman n'ont pas été inquiétés alors que sous leur commandement, les soldats ont commis les mêmes abus. Durant les 4 premières années de son existence, le tribunal international n'est pas vraiment disposé à poursuivre les forces musulmanes et croates pour avoir commis des abus qui ont pourtant été prouvés. Aucune action n'est intentée contre Tomislav Merčep et Branimir Glavaš, que les rapports de la police croate identifient comme les chefs d'escadron de la mort. Merčep est maire de Vukovar. Glavaš est devenu maire de Osijek. Nazir Orić, chef de l'armée musulmane, à l'origine des violences et châtiments perpétrés à Srebrenica, tient maintenant une discothèque à Tuzla. En mars 1999, le tribunal inculpe 3 généraux pour avoir organisé 3 ans plus tôt la sanglante opération Tempête. Mais aucune charge n'est retenue contre les généraux américains qui les ont conseillés. Selon le reporter du New York Times, Raymond Bonner, le Pentagone aurait refusé de fournir des preuves cruciales, à savoir leurs photographies aériennes visant à préparer le bombardement de la ville de Knin et de ses civils serbes. Le tribunal ne porte aucune accusation contre celui qui a dirigé l'artillerie contre les civils serbes dans l'opération Tempête. Le général Agim Čeku. Il s'agit d'un membre de la minorité ethnique albanaise travaillant au service de l'armée croate en tant que commandant d'artillerie. Čeku, impliqué dans d'autres massacres en Krajina, jouera plus tard un rôle important dans le nouveau conflit, la guerre dans la province serbe du Kosovo. L'accord de Dayton met fin au conflit en Bosnie et change sensiblement la base politique du président serbe Milošević. Parce que les clauses de l'accord sont impopulaires auprès des Serbes, les États-Unis comptent sur Milošević pour les imposer. Par ailleurs, à cause de son impopularité croissante en Serbie, Milošević considère ses nouveaux rapports professionnels avec les États-Unis comme un moyen de renforcer sa stature. C'était la première fois que les Américains s'impliquaient ouvertement dans le conflit des Balkans en y déployant leurs troupes et les forces de l'OTAN. Ils voulaient que ça marche. En même temps, les Serbes ne supportaient pas la politique de Milošević, qui leur avait coûté la Slavonie occidentale, la Krajina et le tiers de la Bosnie. Des milliers de civils et de soldats avaient trouvé la mort. Leur économie était en ruine. Ils se voyaient imposer des sanctions. Ils en voulaient donc à Milošević, qui leur avait promis de les protéger. Mais il a été vaincu, et les Serbes se sont mis à protester par centaines de milliers dans les rues contre sa présence à la tête du pouvoir. Pour une fois en Serbie, les membres de l'opposition réussissent à se mettre d'accord malgré leurs différences et à gagner les élections locales dans les villes clés de Belgrade, Nice et Novi Sad. Ils s'apprêtent à faire face à Milošević dans la prochaine campagne présidentielle.
À ce moment-là, ils attendent impatiemment un signe quelconque des États-Unis pour les soutenir. Mais il ne vient pas. En fait, contrairement aux gouvernements européens qui rejettent Milosevic, les États-Unis envoient 2 missions pour le soutenir en tant que garant de l'accord de Dayton. Madeleine Albright, qui est promue secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et Richard Holbrooke se rendent en visite officielle à Belgrade afin de rencontrer Milosevic. Lorsque Milosevic manipule les listes électorales pour assurer sa réélection, l'opposition appelle au boycott. Cependant, Richard Holbrooke dénonce le boycott qui fait finalement un fiasco. Ce n'est pas la première fois que Milosevic se sert de ses adversaires présumés pour l'aider à rester au pouvoir. En 1992, pendant le conflit en Bosnie, c'est grâce au soutien des États-Unis que Milan Panic, homme d'affaires américain d'origine yougoslave, devient Premier ministre fédéral. Dans l'exercice de ses fonctions, Panic propose rapidement d'importantes concessions sur la politique à l'égard du conflit yougoslave et entame un dialogue avec le leader albanais du Kosovo, Ibrahim Rugova. Cependant, lorsque Panic pose sa candidature à la présidence de la Serbie face à Milosevic, les Albanais du Kosovo, qui sont en position pour inverser l'équilibre des forces, continuent à boycotter les élections, ce qui permet à Milosevic d'être réélu. Cela fait de lui un adversaire redouté dans leur projet d'indépendance du Kosovo. La démocratie en Serbie sera réinstaurée, mais les Albanais pacifistes comme Rugova vont vite se faire dépasser par une organisation de plus en plus violente, appelée UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Les services secrets allemands ont joué un rôle très important dans le soutien des groupes terroristes de Serbie. Le BND, le service fédéral allemand de renseignement, entraîne alors les hommes de l'UÇK, désigne leurs officiers et leur fournit un arsenal d'armes. En avril 1996, l'UÇK se fait connaître sur le plan international en commettant une série d'assassinats de civils et de policiers au Kosovo. Au Kosovo, les extrémistes représentaient une petite minorité. Je dirais que 15 ou 20% des Albanais du Kosovo soutenaient l'UÇK. Mais ils avaient du renfort en Europe, en Amérique et en Albanie. Et au fil du temps, ils ont récolté des fonds et se sont procuré des armes. Ils ne s'attaquaient pas systématiquement à la police serbe. Ils tuaient aussi des civils albanais qui ne soutenaient pas leur mouvement d'indépendance. Certains soutenaient le gouvernement, d'autres la faction pacifiste de Rugova. Les extrémistes terrorisaient les autres minorités ethniques du Kosovo, les Tziganes, les Turcs, les musulmans bosniaques, Gorani, les musulmans slaves et les autres, et ce, avant la guerre, pendant les bombardements de l'OTAN et après, sans arrêt. En réponse à 2 années d'action terroriste, le gouvernement de Milosevic entreprend de réagir par la force contre l'UÇK. Comme au cours des précédents conflits yougoslaves, le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme signale que des abus ont été commis des 2 côtés. Mais les médias ainsi que les porte-paroles du gouvernement américain concentrent leurs critiques sur le gouvernement de Milosevic. Il est évident que, quelle que soit la personne au pouvoir, la nature de cette guerre terroriste menée par l'UÇK entraînerait une forte réaction de la police. L'agence Rudolphin, après avoir tiré profit des précédents conflits yougoslaves, est désignée pour s'occuper des relations publiques des Albanais du Kosovo. En 1998, alors que l'OTAN s'apprête à fêter ses 50 ans et qu'il n'a pas de mission déterminée ni d'adversaire proclamé, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Madeleine Albright, se révèle impatiente de se confronter à Milosevic. Elle fait pression sur le président Clinton pour qu'il bombarde les Serbes. La plupart de ces décisions sont prises pour des histoires de reconnaissance de pouvoir au sein de la bureaucratie. Madeleine Albright, parce qu'elle est la première femme à occuper un tel poste aux États-Unis, se voit contrainte d'endosser un rôle sévère. Comme le dit Madeleine Albright, si l'on possède des forces militaires, pourquoi ne pas s'en servir? Si l'on peut bombarder et forcer des gens à faire ce que l'on veut, pourquoi passer des mois à négocier? Au lieu de cela, le président Clinton demande à Richard Holbrooke de rencontrer Slobodan Milosevic et les chefs de l'UÇK que l'envoyé américain Robert Gelbard avait décrit comme terroristes à peine un an auparavant. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, est désignée pour faire respecter un accord de démilitarisation.
On lui assigne une mission de vérification. L'armée serbe s'est effectivement retranchée dans sa caserne. Il y a eu un phénomène de désescalade. Les tensions ont diminué. Il y a eu quelques éruptions de combat provoquées par l'UÇK, mais de manière générale, les observateurs de la mission de l'OSCE ont réussi à calmer un peu les esprits au Kosovo.